Les investisseurs ont-ils raison ou tort d'être inquiets, d'être prudents, d'être parfois un peu nerveux ces derniers jours? On voit ça avec Philippe Béchat. Bonjour Philippe. Bonjour David. Rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. On se dit qu'on devrait tous se concentrer, les investisseurs les premiers, sur la salve frénétique de résultats d'entreprise. On en a tous les jours. Eh bien non, et d'ailleurs des résultats qui sont plutôt bons, même si après on peut discuter, mais globalement c'est comme des hausses à deux chiffres des profits. On sent que c'est la tension sur les marchés obligataires qui l'emporte, qui rend un peu tout le monde fébrile. Ils ont raison, les marchés, d'être obsédés par cette petite tension, encore une fois, sur les marchés obligataires. Ok, on est à 3,0302 sur le 10 ans américain, mais bon, voilà, on n'est pas non plus, il n'y a pas péril dans la demeure. Il ne faudra pas que ça continue comme ça, à monter comme ça dans le vent. C'est exactement ça, c'est toutes les questions. Est-ce que la dynamique qui commence à inquiéter un peu depuis fin janvier, on s'en était ensuite accommodé. On se rappelle qu'il y a eu une petite tension, quelques anticipations inflationnistes qui ont fait un petit peu décrocher les marchés début février, mais qui avaient progressé de 10% en ligne droite, donc on cherchait un prétexte. Ça a été l'inflation. Puis derrière, finalement, est-ce qu'il y a vraiment de l'inflation? C'est pas sûr du tout. Donc maintenant, qu'est-ce qui peut justifier… Il y a peut-être de la mauvaise inflation avec le pétrole, mais bon, passons. Alors ça, c'est secondaire parce qu'en fait, quand les banques centrales regardent les données d'inflation, ils regardent ce qu'on appelle les données core, c'est-à-dire hors variables volatiles que sont justement l'énergie, l'alimentation, etc. Donc si on retire à nouveau le pétrole du calcul, on verra que fondamentalement, il n'y a peut-être pas tant d'inflation que ça. Je vous ai coupé dans votre idée, sinon vous disiez que… Mais je la poursuis, il n'y a pas de problème. Les tensions qu'on observe sur les taux sont peut-être liées au fait aux grands besoins, aux besoins gargantuesques de financement des États, et le premier d'entre eux, les États-Unis. Pas en Europe. Là, je vous arrête tout de suite. En Europe, on est quoi? On est quasiment à zéro. On est à 1% de déficit budgétaire public. Il n'y a pas de quoi s'alarmer. Par contre, aux États-Unis, on tend vers 5% de déficit public en 2019. Donc là, et c'est ce qui explique donc ce besoin de financement accru du fait de la politique menée, encore une fois, par le président Trump, face à laquelle les investisseurs demandent un surcroît de rémunération. Et donc c'est ça qui fait monter les taux des treasuries, les taux à 10 ans américains. Très certainement. Pour rester tout aussi concret, qu'est-ce que ça veut dire là, ce déficit de 5%? Ça veut dire par exemple un accroissement de la dette de 1000 milliards par an. Alors si c'était que sur 2018, parce qu'il y a un choc fiscal et qu'il y a un one-shot et que bon, c'est un cap à passer 2018, mais non. Le problème, c'est que ces 1000 milliards vont se répéter, d'après les prévisions, jusqu'en 2022, et y compris si la croissance américaine demeurait voisine, voire supérieure à 2,5%. Donc là, effectivement, il y a un souci, très clairement. Ouais. Mais encore une fois, il n'y a pas de panique de la part des investisseurs, encore une fois. Ils sont perturbés. Et ce qui est dommage, c'est que derrière, en ce moment, on a quand même des résultats qui sont quand même très très bons. Je sais que vous mettez des bémols, mais quand même, on attendait aux États-Unis, en début de publication, de saison de publication des résultats, on attendait 18% de hausse des profits. On est à 21%. 21% de hausse sur un trimestre, c'est colossal. C'est jamais vu depuis quoi? Depuis 10 ans. Oui, mais là on encore, devrait s'en féliciter, même si c'est dans les cours, d'accord. Et c'est une moyenne. C'est une moyenne. C'est des bénéfices ultra concentrés sur quelques très très grosses cylindrées. Mais je dirais que les bénéfices, c'est presque assez secondaire, puisqu'on sait qu'on minore toujours les attentes pour qu'on se ménage un effet de ravissement. Et là, ce qui fait vraiment la différence cette fois-ci, c'est qu'à chaque fois qu'on a un très bon résultat, vous avez derrière, ou en parallèle, l'annonce de plans de rachat massif de titres. Facebook hier soir annonce, ce qui est très bon, ça soutient le titre, 9 milliards de rachats de titres. Vous me direz, ça représente quoi? 2% du capital. Mais c'est quand même des sommes absolument hallucinantes. Et on est bon pour les marchés actions, ça. On est à plus de 200 milliards d'annonces de rachat, vous voyez. Non mais c'est bon, c'est bon pour le marché action. Mais je ne sais pas si on comprend les rachats d'actions, c'est quand une entreprise… On raréfie le papier en circulation. Annule les actions qui sont en circulation et donc à bénéfice équivalent, il y a moins d'actions, que ça fait plus de bénéfices par action. Alors je rappelle quand même que les rachats d'actions, ça a été illégal de 1870 à 1982. Oui, c'était considéré comme une incitation pour les chefs d'entreprise à falsifier un petit peu les comptes et surtout à ne pas investir, à ne pas redistribuer la richesse. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Ouais, c'est un facteur de soutien pour les marchés depuis un petit moment. Et donc, ce que vous dites, c'est intéressant parce qu'on sent les investisseurs excessivement exigeants et ils ne laissent plus passer, on va dire, dès que le résultat, les profits ne sont pas exactement comme ce qui est attendu, voire meilleurs, la sanction est terrible.
Mais oui, puisque comme déjà on minore les attentes, si on a une déception, c'est qu'on est en fait très en dessous de ce qu'on appelle les whisper numbers, les noms qu'on se chuchote dans les salles de marché. Et on voit que IBM, Intel en ont fait les frais, ça a été assez violent. On a vu aussi certaines valeurs françaises chuter brutalement, Virbac notamment. J'en parle parce elle fait beaucoup de son business aux États-Unis. Donc on voit qu'il y a quand même quelques petites zones parfois de faiblesse. Et effectivement, vous avez raison. Ça ne passe pas du tout. On n'a pas le droit de décevoir. Mais c'est globalement comme très très bon. C'est quand même globalement très très bon. On voit Facebook, encore une fois, c'est supérieur aux attentes, les résultats qu'on a eu hier soir en après-bourse. Oui, et là on regarde un petit peu sur un trimestre qui s'est vraiment compliqué dans la dernière longueur. Ouais. On verra bien si à partir du deuxième trimestre, les annonceurs sont toujours là, si le nombre d'abonnés ne décroît pas, puisque Facebook revendique 2,2 milliards d'utilisateurs actifs au mois et 1,4 par jour. Donc c'est quand même, voilà. Et si ça commence à baisser, forcément les annonceurs se montreront un petit peu plus prudents. Ouais. Mais 21% encore une fois de hausse des profits pour les valeurs du S&P au premier trimestre, c'est quand même absolument exceptionnel. Certains disent, et là pour le coup on peut s'inquiéter quand on se projette un petit peu, de se dire que le pic des profits est peut-être atteint justement sur ce premier trimestre, notamment aux États-Unis. Oui, et pour deux raisons. D'abord, il y a un effet de base par rapport au premier trimestre 2017. Ça veut dire quoi un effet de base pour le commun des mortels ? C'est-à-dire qu'on compare au premier trimestre 2017 et il n'avait pas été très très bon. Donc c'est plus facile d'afficher une bonne performance. Vous savez qu'il y avait eu l'élection présidentielle, les marchés se cherchaient un petit peu, là on était plus prudent. Donc 2017, ce n'était pas un trimestre extrêmement généreux en termes de dividendes. Et de surcroît, là on compare aussi le quatrième trimestre 2017 au premier trimestre 2018. Et là aussi, l'effet tax réforme rentre là d'un seul coup dans sa phase concrète et ça booste les résultats. Donc effectivement, on a une conjonction de facteurs qui font apparaître les résultats du premier trimestre comme exceptionnels, mais pas forcément reproductibles au cours des prochains. Ils ont, parce que c'est la question qu'on se pose aujourd'hui, les investisseurs, ils ont raison ou tort d'être prudents, d'être un peu nerveux. Quand on fait la liste, encore une fois, du news flow entre ce qui est positif sur les résultats d'entreprise, on peut ergoter, mais c'est bon, il n'y a pas de sujet, même si c'était attendu et que les marchés sont chers. Par contre, en face, effectivement, il y a beaucoup de... Il y a sur les taux d'intérêt, on ne sait pas trop, encore une fois, exactement ce que la Fed va faire. On a ces taux à 10 ans américains. On a dépassé les 3%. Si on en reste là, j'ai envie de dire, ça peut ne pas empêcher les marchés de monter. Par contre, si on devait continuer à aller vers 3,10, est-ce que si on va à 3,50 fin d'année, pas tout de suite, 3,5 en fin d'année sur le 10 ans américain, est-ce que c'est vraiment problématique ? Tout dépend de la vitesse. C'est une question pour ça de seuil psychologique. Certains disaient qu'à 3, l'apocalypse se déclencherait. C'est pas ce qui se passe. Vous-même, il y a quelques mois, vous étiez très négatif en me disant à 3%, ça va swinger. C'est pas la panique à 3% aujourd'hui sur le 10 ans américain. Non, parce que ça va peut-être se faire à 3,03, 3,06, 3,07. On ne sait pas. Puis c'est une combinaison de plusieurs choses. Le taux à 10 ans, c'est effectivement une référence pour les marchés. Et moi, je prends par exemple le 30 ans, qui est la référence obligataire pour les emprunteurs. Soyons très très concrets. En l'espace d'un an, le 30 ans, il prend 100 points de base. Ouais, 1%. Ce qui signifie, là je reste très concret aussi, que pour un emprunteur, mettons l'emprunt classique, 500 000 $, pour avoir une pour un particulier, c'est ça ? Voilà, une maison correcte, près d'une métropole où il y a de l'emploi. Bref, c'est le prix moyen, 500 000 $. Si vous augmentez de 100 points de base le taux de l'emprunt à 30 ans, ça vous fait 300 $ à débourser de plus par mois. Alors si vous achetez une petite maison dans un état où c'est pas très cher, 250 000 $, qui est le prix, alors là par contre le plus fréquent pour les transactions immobilières, et ça fait 150 $ de plus. Pour donc on voit l'impact encore une fois de cette, parce que là on se dit c'est les marchés financiers, le 30 ans américain qui est à... Il a combien de 30 ans américain vous me disiez ? 3,18 on va dire. 3,18 voilà, mais l'impact que ça, on voit bien qu'effectivement pour les particuliers, pour les ménages, peut-être pour les entreprises, les coûts de financement sont accrus. Voilà. Et là, effectivement, ça peut entraîner un ralentissement de l'activité aux États-Unis. Donc là, forcément, on est à un moment où les prix sont incandescents dans l'immobilier aux États-Unis, notamment Californie, côte Est, c'est incandescent. Il y a un moment où il y a ce qu'on appelle une espèce d'effet seau d'eau froide. Ça, c'est pour le très long terme. Mais à très court terme, regardez le 2 ans ou regardez le 1 an. Le 2 ans, je le prends parce que c'est une référence qui aujourd'hui est de plus en plus suivie parce que c'est vrai que beaucoup d'emprunts de position à terme sur 12... Là, on est sur les marchés. Sur les marchés, 12 à 18 mois,
voilà, la maturité qu'on choisit, c'est 2 ans. Et là, en l'espace d'un an, le coût a doublé, tout simplement. On était à 1,25 Mais ça n'a pas exactement. empêché les marchés de monter, les marchés actions de monter. Non, pourquoi? Parce que justement, on avait cette anticipation de forte croissance des résultats. Alors, pas forcément au dernier trimestre 2017, mais on l'attendait bien pour 2018. Et c'est là, et on y on est. se disait, puisqu'on va avoir du 18, 19, 20%, on peut, alors là, en rigolant, payer 50, 100 points de plus sur le court terme, tellement ça va être merveilleux et beaucoup Ouais. plus Et ça rémunérateur tient sur plus, les actions. pourquoi ça ne tiendrait plus dans le futur? Et parce qu'il y a un moment où la prime se dégrade, même si vous avez une hausse de 20% des résultats, si votre coût d'emprunt à 2 ans prend 125 points de base sur les 12 derniers mois, et on est même à plus de 200 points de base 2%. par rapport à avril 2016, 200 points de base. Il y a un moment où on ne peut plus tenir le raisonnement. Pour l'instant, on rigole parce que les bénéfices progressent plus vite que le coût de l'argent. Et ça risque d'être le cas encore pendant quelques trimestres, hein, ça ne vous a pas échappé. Hein. Non, parce que là, ça y est, on vient d'atteindre le maximum Le de ce qu'on pic, pouvait mais attendre. au lieu de faire plus 20%, ça fera peut-être plus 15, plus 12, Oui, plus mais 10. le rendement va commencer à décroître. C'est-à-dire qu'il faudrait quelque chose d'encore plus miraculeux au deuxième trimestre, ce que l'on n'aura pas. C'est une Donc cette certitude. prudence, donc les investisseurs, encore une fois, ont raison d'être prudents aujourd'hui, même si les résultats sont là pour tous les Ceux facteurs. qui sont prudents, je pense, ont raison de l'être. Ceux qui ne le sont pas, c'est qu'ils doivent avoir un agenda, un calendrier de très court terme en se disant il y a encore un truc à gratter. Mais c'est vrai que là, on prend un risque. Enfin, le couple rendement-risque est contre eux, naturellement. Et pour un gérant de portefeuille qui est diversifié, il faut prendre en compte le fait que la partie obligataire va se déprécier et que de ce fait, le rendement du portefeuille, globalement, risque aussi d'être affecté. Et puis à 3 ou 3,5% sur le 10 ans américain, peut-être que les investisseurs vont se poser la question de se dire tiens, est-ce qu'il n'est pas temps maintenant de réduire un peu la poche d'action qui est volatile, qui est chère, pour prendre du sécurisé, du sans risque américain, obligation État américain 10 ans, 3,5. La question peut-être se posera à un moment donné aussi, en termes d'arbitrage. Alors le problème, c'est que le problème, c'est que le 10 ans américain, ça fait 9 ans qu'il progresse, ça fait 9 ans que des family office, que des gros portefeuilles font de la plus-value sur l'obligataire et font du rendement sur les actions. Quand on achète des T-bonds ou qui rapportaient un 1,50 il y a un an, on ne le faisait pas évidemment pour le rendement, on le faisait parce qu'on avait une visibilité et ce qu'on appelle un upside sur les emprunts américains. Ça, c'est terminé. Sur les Bunds, les OAT, on l'avait encore, où il n'y avait pas encore d'amorce de renversement. Ça fait 36 ans que les taux se détendent, ça fait 36 ans qu'on fait de la plus-value sur l'obligataire. Ça, c'est derrière nous, ça. Hein. Je pense que c'est derrière nous. Et là, il y a un moment où ça va être pris en compte. Alors ça, c'est une question de seuil. Je ne connais pas le timing, mais il est clair que la bulle se rapproche de l'épine. Bon, on en reparlera tranquillement avec vous. Philippe Béchat, donc, rédacteur en chef de La Bourse au quotidien. Merci, bonne journée.